Élection de Trump aux États-Unis, instabilité politique en France, effondrement de la coalition d'Olaf Scholz en Allemagne, risque géopolitique accru au Moyen-Orient après la chute de Bachar el-Assad, l'année 2024 se termine dans un climat de tension et d'incertitude fort. Quel sera l'impact pour votre épargne? Nous faisons le point avec Pierre Barral, responsable de la gestion multi-actifs de Vega Investment Solutions. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Marie-Cécile. Alors après la dissolution surprise de juin et la chute du gouvernement Barnier qui aura tenu moins de 3 mois, la France reste confrontée à une instabilité politique qui fragilise le redressement des finances publiques. Les marchés pour l'instant réagissent de manière très calme, mais craignez-vous une crise financière en France ? C'est vrai que la situation politique en France a géré beaucoup d'émotions, chez les Français d'abord, et c'est normal, puisque la France a été privée de gouvernement et la visibilité était très faible pendant un long moment finalement. Et donc, de ce point de vue-là, les marchés financiers, on peut le reconnaître quand même, ont été extrêmement, enfin, en tout cas, on fait preuve de sang-froid avec un indicateur qui est très regardé par les investisseurs, qui est ce fameux indicateur d'écart de rendement entre les taux des emprunts d'État français et le taux des emprunts d'État allemands. Les fameux spreads. Le fameux spread OAT-Bund. Quand ce spread s'écarte, c'est-à-dire que les taux français remontent par rapport aux taux allemands, eh bien on a là une situation qui se dégrade et c'est ce qu'ont fait les investisseurs lorsque le gouvernement Barnier a été renversé, en repricant quelque part le prix des obligations françaises à leur juste valeur, c'est-à-dire un écart de rendement qui est monté jusqu'à 88 points de base, c'est-à-dire 0,88%. Entre les deux titres, allemands et français, et se sont stabilisés autour de ces niveaux pendant un certain temps, jusqu'à ce que la situation se clarifie. Les investisseurs ont besoin de plus de clarification, évidemment, et de plus de visibilité avant de pouvoir rétrécir à nouveau ce spread. Et je ne pense pas aujourd'hui que nous soyons à l'aube d'une grande crise financière en Europe, en France en tout cas. Alors, autre sujet d'inquiétude, le fossé se creuse de plus en plus entre l'Europe et les États-Unis. En 2002, le PIB de l'Union européenne était supérieur de 4% à celui des États-Unis. Aujourd'hui, il est inférieur de 12%. L'économie européenne va tout droit vers une lente agonie, a mis en garde le rapport Draghi. Doit-on craindre un décrochage irrécupérable de la zone euro ? Alors, irrécupérable, je ne sais pas, mais en tout cas, en effet, il y a un fort décrochage qu'on observe, vous l'avez dit, depuis de nombreuses années et qui s'accélère depuis ces 2, 3 ou 4 dernières années. Il y a beaucoup de raisons à ce décrochage et des raisons qui sont souvent très structurelles, en effet. Mais je pense que la raison la plus importante et ce qui distingue vraiment nos deux économies, entre les États-Unis et l'Europe, eh bien, c'est l'investissement dans la productivité, l'investissement dans la technologie. L'investissement dans la technologie aux États-Unis, on le sait et on en parle tous les jours avec ces fameux Magnificent Seven, ces grosses sociétés technologiques qui aujourd'hui monopolisent en fait l'ensemble des découvertes technologiques et permettent à la productivité d'être très largement supérieure aux États-Unis qu'elle n'est en Europe aujourd'hui. Donc, est-ce que cette situation est vouée à changer? Eh bien, il faut l'espérer, il faut que l'Europe se réveille et réussisse à un moment ou à un autre à récupérer ce retard en matière de productivité et d'écart de productivité, notamment avec les États-Unis, si elle ne veut pas laisser la Chine, qui est en train également, elle, de son côté, de faire beaucoup de progrès de ce point de vue-là. Alors la Chine, justement, deuxième économie mondiale, est confrontée au spectre de la déflation, déclenchée, on le sait, par une grave crise de l'immobilier et par des niveaux de consommation qui restent bien inférieurs à ce qu'ils étaient avant le Covid. Le président Xi Jinping a annoncé vouloir assouplir la politique monétaire du pays en 2025. Est-ce que ce mouvement est de nature à enrayer l'essoufflement de l'économie chinoise ? Alors, la Chine est dans une situation économique, on le sait, très dégradée. C'est une situation de récession, c'est une situation de déflation. La Chine, de surcroît, est obligée de réagir à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et cette réaction de la Chine passera probablement par un nouveau programme de stimulus économique qui pourra passer également, et on en avait déjà parlé à la fin de l'année dernière, par un assouplissement des conditions monétaires. Donc nous aurons probablement de nouveaux plans en attente, en tout cas de la part du gouvernement chinois. C'est très important. Je pense qu'ils ne pourront pas en faire l'économie, et c'est ce qu'attendent les investisseurs avant de pouvoir être convaincus de pouvoir revenir investir sur cette partie-là du monde, en effet.
Alors dans ce contexte, en termes d'allocation d'actifs, que faut-il privilégier? Faut-il se concentrer plutôt sur les marchés actions ou revenir sur les marchés obligataires? Alors, chez Vega Investment Solutions, depuis un certain temps maintenant, nous sommes déjà investis sur les marchés obligataires. On a beaucoup communiqué sur le fait que les taux étaient entrés dans une phase baissière qui est une phase probablement durable. Les banques centrales européennes et américaines sont en train de continuent en tout cas à baisser leurs taux. Ce qu'on pense aujourd'hui sur ces marchés obligataires, eh bien, c'est qu'il faut continuer à être investi sur les marchés obligataires, notamment européens, parce que la Banque centrale européenne va devoir continuer de baisser ses taux sur l'année 2025. La situation macroéconomique permet et va même pousser la BCE. Malgré la reprise légère de l'inflation. Malgré la reprise légère de l'inflation qui, si elle ne dérape pas, ce qui n'est pas le scénario central, permettra quand même malgré tout à la BCE de continuer à baisser ses taux. Il faut stimuler la croissance d'une manière ou d'une autre, notamment depuis l'élection de Donald Trump qui va avoir des impacts très forts sur l'ensemble de l'économie mondiale, à commencer par l'économie américaine évidemment, mais l'économie européenne va être impactée très fortement. Sans parler d'Allemagne qui est dans une situation économique très difficile. Il y a des élections prévues pour le printemps en Allemagne et tout ça pour dire que le marché obligataire reste pour nous une classe d'actifs sur laquelle nous souhaitons continuer à être investis. Ce qui ne nous empêche pas également d'être investis sur les actions, notamment américaines. Alors justement, sur les marchés actions, faut-il continuer à privilégier les marchés américains qui ont déjà engrangé de belles performances, ou bien est-ce qu'il faut miser sur un rebond des marchés européens qui apparaissent aujourd'hui encore sous-valorisés? Alors, c'est vrai que le momentum en fait, des actions américaines est très impressionnant. On assiste, il suffit de regarder le graphe du S&P 500 et on voit à quel point ce marché, tous les jours, enregistre des nouveaux plus hauts. L'histoire ne nous dément que rarement. Donc, il y a un momentum qui est très fort. Il est vrai également que les actions américaines sont devenues très chères, très fortement valorisées. Contrairement aux actions européennes qui, elles, sont en retard et pour cause, depuis plusieurs mois, avec des niveaux de valorisation qui sont très faibles. Donc nous, globalement, nous continuons d'être investis sur la classe action en général, mais on avait privilégié les actions américaines. Nous commençons en effet à revenir progressivement sur les actions européennes qui, selon nous, ont peut-être atteint un niveau de retard suffisamment important par rapport notamment aux États-Unis. Et qu'elles vont pouvoir rattraper. Et voilà, et qu'elles pourraient peut-être éventuellement rattraper, notamment au cours de ce premier trimestre 2025, avec pourquoi pas des élections en Allemagne qui pourraient changer la donne si jamais cette fameuse loi fondamentale qui empêche le gouvernement allemand de faire du déficit budgétaire aujourd'hui était modifiée. On ne peut pas l'exclure. En tout cas, ce sont des débats qui sont en cours aujourd'hui en Allemagne. Et ça apporterait évidemment un souffle nouveau de croissance, en tout cas d'anticipation de croissance supplémentaire. Alors les obligations, vous l'avez dit, sont redevenues un actif de rendement, ce qui en fait un complément idéal des actions. Mais quelles obligations choisir? Alors, c'est vrai que le choix de la catégorie d'obligations est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, là aussi, dans le domaine obligataire, un certain nombre de catégories d'obligations sont devenues très chères. C'est le cas notamment des obligations dites high yield, c'est-à-dire à haut rendement, c'est-à-dire les obligations avec le plus de risques. Ces obligations ont beaucoup progressé en 2024 et elles sont arrivées à des niveaux de spread, donc d'écart de rendement avec les obligations souveraines moins risquées, qui sont très serrés aujourd'hui. Donc le rendement de ces obligations à fort rendement ne rémunère pas forcément suffisamment le risque qu'on prend en les achetant. Donc nous considérons, nous, aujourd'hui, que quand on en a, on peut éventuellement les garder, mais uniquement pour des raisons de portage, mais nous n'irons pas acheter ces obligations risquées. En revanche, nous continuons à rester investis sur les obligations dites investment grade, donc avec un petit peu moins de risque, et également souveraines, carrément souveraines, de façon à jouer ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse des taux des banques centrales et le ralentissement de la croissance dans lequel l'Europe s'installe aujourd'hui, on l'espère pour le moins longtemps possible, mais en tout cas dans laquelle elle est aujourd'hui. Le Bitcoin a franchi récemment la barre des 100 000 $ et certains le voient même dépasser le $1 million à plus ou moins long terme. Alors faut-il investir dans les cryptos ? Faut-il investir dans les cryptos? C'est une très bonne question. D'abord, je pense que la vraie question, c'est la crypto est-elle un actif? Qu'est-ce que la crypto? Qu'est-ce qu'une crypto? Qu'est-ce qu'un bitcoin? Aujourd'hui, nous, en tout cas chez Vega Investment Solutions, on n'a pas forcément la réponse à cette question. On regarde plutôt ces crypto-monnaies aujourd'hui comme des outils assez spéculatifs en fait,
qui, on le voit, hein, les variations sont absolument gigantesques. Hein. Il suffit de regarder un graphe sur l'année 2024 et on comprend que cet actif... bien accroché. Voilà, il faut avoir le cœur bien accroché et c'est difficile de prévoir en fait hein, l'évolution de ce Bitcoin. C'est surtout une technologie, le Bitcoin. Hein. C'est de la blockchain et c'est tout ce qui représente derrière. Mais aujourd'hui, avec des Bitcoins, on ne peut pas faire grand-chose pour être concret. C'est pas très liquide. Alors, c'est pas très liquide et c'est surtout pas très utile en fait dans un portefeuille. Nous, pour nos clients, nous avons plutôt l'habitude d'acheter des actifs réels, tangibles, qu'ils peuvent eux utiliser pour leur patrimoine, hein, des actifs dits patrimoniaux, comme l'or par exemple. L'or qui a réalisé en 2024 une tendance tout à fait exceptionnelle, au-delà de 20% de performance. Et qui continue. Et qui continue, et qui je pense a encore un potentiel, parce que vous l'avez dit en préambule, en effet, en présentant cette émission, le contexte géopolitique global, même macroéconomique, est suffisamment tendu aujourd'hui pour permettre alors de rester sur des niveaux et une valeur refuge comme elle a toujours été historiquement. Très bien. Eh bien, Pierre Barral, je vous remercie pour ce décryptage très éclairant et inspirant. Merci Marie-Cécile.